Bismillahirrahmanirrahim, mes chers étudiants, étudiantes, salam alaikum. D'abord, j'espère que vous allez bien et que les préparations pour les examens, ça fonctionne à merveille. Malgré ces retards que j'ai fait avec vous pour justement vous envoyer des audios, des enregistrements relatifs au reste du cours, c'est-à-dire la partie qui n'est pas encore enregistrée du cours. Mais avant de commencer justement cet enregistrement, je vais vous dire quelques mots sur le programme en général. Dans le programme, comme vous avez entendu et comme vous avez bien sûr suivi dans les autres audios, j'ai bien sûr expliqué au début la notion même générale ou les notions même générales de la théorie générale des obligations. Qu'est-ce que nous voulons dire par la théorie générale des obligations? Quel est le champ justement de cette obligation ou cette théorie générale des obligations? Et je vous expliquais aussi quelles sont les sources des obligations. Et dans ces sources, je vous ai parlé justement des deux sources fondamentales, à savoir la source volontaire et les sources involontaires, c'est-à-dire les sources volontaires, le contrat et le contrat et la volonté unilatérale, et les sources involontaires, c'est-à-dire la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle, plus bien sûr les quasi-contrats. Donc ça, en ce qui concerne les sources, je vous ai expliqué aussi pendant ces séances enregistrées quelles sont bien sûr les différentes facettes de ces causes, ces obligations en général. Nous avons parlé des notions un petit peu générales, d'accord? Et je vous ai donné quelques exemples, notamment en ce qui concerne les sources volontaires, notamment le fait unilatéral, ou plutôt, pardonnez-moi, l'acte unilatéral, التصرف الإرادي أو الإرادة المنفردة, et les sources volontaires bilatérales, à savoir le contrat. Et je vous ai expliqué en ce qui concerne les sources volontaires unilatérale, à savoir la volonté ou l'acte unilatéral, je vous ai donné des explications et je vous ai dit que normalement ici il y a une seule partie ou une seule volonté qui s'engage, et une fois il est engagé, donc il se trouve devant l'obligation d'exécuter ses engagements, et ces obligations, ils ont été encadrées par le législateur via le dahir des obligations et des contrats. Je vous ai donné quelques exemples, notamment la promesse de récompense, le testament, aussi al-waqf, et je vous ai bien sûr expliqué comment le législateur les a encadrés, les a réglementés dans le dahir des obligations et de contrats, ou encore même des textes un peu spéciaux, notamment en ce qui concerne al-waqf et le testament qui a été expliqué dans le code de la famille Mudawwanat al-Usra. Pour les contrats aussi, je vous ai expliqué d'abord la notion même du contrat, comment a été défini, est-ce que le législateur l'a défini ou non, et donc je vous ai donné quelques exemples de certains droits comparés, notamment le droit français. Et je vous ai aussi parlé des notions qui se confondent avec le contrat, et je vous ai dit aussi je vous ai aussi expliqué les différents types de contrats et l'intérêt de ces distinctions entre les contrats. Pourquoi on distingue un contrat synalagmatique avec un contrat unilatéral par exemple, ou un contrat de gré à gré et un contrat d'adhésion. Et je vous ai dit que l'intérêt, c'est d'abord la loi applicable, quelle loi est applicable et quelle règle est applicable, et aussi pour mentionner est-ce que la volonté des parties est prise en considération dans ce type de contrat ou non, et aussi les effets notamment de ces contrats, comment il y a justement une grande distinction lorsqu'il s'agit d'un contrat dans lequel la volonté des parties a été prise en considération, était libre. Les parties, ils étaient toutes les deux libres de négocier, toutes les deux d'exprimer leur volonté, ou il y avait un contrat par exemple d'addition dans lequel
dans lequel les partis n'ont pas cette liberté de volonté, n'ont pas cette possibilité de négocier, et donc on a vu que les intérêts, l'intérêt pratique aussi en ce qui concerne, comme je viens de le dire, les règles applicables ou les règles de droit applicables, et aussi l'intervention de législateurs et la possibilité même d'intervention des magistrats et des tribunaux en ce qui concerne l'appréciation et l'interprétation de ces contrats. Et donc, j'ai terminé dans les audios normalement, les deux audios que je vous ai envoyés, j'ai terminé en principe les contrats et les classifications des contrats. On en a parlé aussi dans les contrats toujours de ces notions, notamment du principe consensualisme, le principe de l'autonomie de la volonté et son évolution historique, et aussi comment le législateur l'a réglementé ou l'a pas réglementé, etc. Nous arrivons maintenant à une partie où la séquence relative à les conditions de validité de contrat. Sachant que normalement, les formations, quand on parle des conditions de la formation de contrat, un contrat ne peut être valable, il ne peut engendrer ses effets que lorsqu'il répond à certaines conditions. Des conditions que le législateur les a très bien réglementées, et le magistrat doit bien sûr les observer pour se prononcer sur la validité ou non d'un contrat. Et nous savons parfaitement bien que lorsque un contrat est valablement formé, il engendre ses effets, il devient obligatoire, il a une force d'obligation et une force obligatoire sur les parties. Les parties se trouvent dans, bien sûr, cette obligation de l'exécuter. Le cas échéant, c'est-à-dire lorsqu'il n'exécute pas ce contrat, il se trouve devant ce que nous appelons une responsabilité contractuelle. Ils peuvent être forcés à exécuter ce contrat. Alors, quelles sont les conditions de la formation des contrats? Quand on parle des conditions de la formation des contrats, nous avons deux types de conditions. Nous avons des types relatifs au contrat lui-même, c'est-à-dire le contrat, le contenu de contrat. Et ces conditions relatives au contrat, il s'agit de la cause du contrat et de l'objet du contrat. Le pourquoi du contrat, pourquoi je passe ce contrat, et l'objet du contrat, c'est-à-dire c'est quoi l'activité de ce contrat. Ça, c'est une tranche, si vous voulez, de conditions. Deuxième type de conditions relatives aux contractants, aux parties de ce contrat, c'est-à-dire les personnes qui contractent ce contrat, quelles sont les conditions qu'on doit observer pour pouvoir notamment valider ce contrat. Et là, je fais bien sûr allusion à ce que j'appelle la capacité et le consentement. Al-ahliya wa ar-rida fil uqud, comme on le dit en arabe. Alors, ensuite, quand on parle des conditions de formation de contrat, par la suite, on va voir, comme on a dit, un contrat, lorsqu'il est valablement formé, il engendre automatiquement ce que nous appelons les effets de contrat. C'est-à-dire, il doit y avoir les effets de contrat. Les effets de contrat, on va les voir aussi dans une section spéciale. Les effets de contrat, je le dis à partir de maintenant, en principe, nous parlons de l'effet relatif de contrat et aussi les effets de contrat par rapport aux tiers, c'est-à-dire aux non-contractants, les parties qui ne faisaient pas partie de ce contrat. Les conditions de la formation des contrats. Selon l'article 2 du Dahir des obligations de contrat, les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont la capacité de s'obliger, une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation, un objet certain de l'obligation et enfin une cause licite de s'obliger. Donc, à partir de cet article, nous faisons la répartition des conditions de validité de contrat selon les personnes de contrat, c'est-à-dire conditions relatives aux personnes des contrats, et conditions relatives au contrat lui-même et à l'activité de contrat. En ce qui concerne les causes relatives aux personnes, aux parties de contrat, il y a la capacité de s'obliger et la déclaration valable de volonté qui porte sur les éléments essentiels de l'obligation, ce que nous appelons tout simplement le consentement.
Ça, ce sont les conditions relatives aux personnes parties du contrat, c'est-à-dire les personnes qui vont s'obliger. Et la deuxième partie, ou le deuxième type des conditions, ce sont les conditions relatives à l'activité et au contrat lui-même. Conditions relatives à l'objet sur lequel on va s'engager et s'obliger, et à la cause, le pourquoi de cette obligation, pourquoi on est obligé ou pourquoi on veut s'obliger. Parce que, et à partir de cet article toujours, un contrat ou une volonté ne peut engendrer des obligations que lorsqu'ils répondent à ces conditions, lorsqu'ils portent bien sûr sur un objet licite, comme on va voir, et sur aussi, et lorsqu'il est lorsque la cause est une cause licite aussi. Donc, à partir de là, on va étudier d'abord la capacité, ensuite ce que j'appelle le consentement, c'est-à-dire la déclaration valable de volonté, qui porte sur les éléments essentiels de l'obligation. Ensuite, on va voir les conditions relatives à l'objet et en quatrième lieu, on va voir les conditions relatives à la cause de l'obligation. La capacité. D'abord, les parties, la première question qu'on va se poser, est-ce que les parties sont-elles aptes à s'engager? Pour répondre à cette question, il faut vérifier si les contractants ont l'âge de la majorité exigé par le législateur. Et donc, la capacité, c'est d'abord l'âge. On est capable, lorsqu'on atteint l'âge de la capacité exigée par le législateur. En effet, le législateur marocain a réglementé la capacité des personnes physiques dans le code des obligations et de contrats, en ce qui concerne bien sûr les effets de cette capacité, mais en ce qui concerne les conditions et les différents types de cette capacité, on les trouve dans le code de la famille. C'est-à-dire que le dahir des obligations, dans l'article 3 jusqu'à l'article 13, il nous parle de cette condition qui est la capacité et normalement les différentes facettes de cette capacité, comment cette capacité peut influencer notamment cette obligation. Mais pour voir est-ce qu'il y a la capacité ou non et quelles sont les conditions de la capacité, quelles sont les personnes capables et les non capables, on va se référer bien sûr au code de la famille marocain qui réglemente la capacité, mais qui réglemente aussi d'autres matières relatives à la personne. Ainsi, nous lisons l'article 3 de dahir des obligations de contrat qui nous dit la capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Et donc ici, la loi qui régit notre statut personnel ou le statut personnel des Marocains, c'est le code de la famille. Cela, bien sûr, comme je viens de le dire, il nous envoie au code de la famille, en l'occurrence, l'article 206 jusqu'à l'article 222. Ces articles qui sont, bien sûr, énumérés sous le titre relatif à la capacité. Ainsi, il faut distinguer entre, et selon toujours le code de la famille, il faut distinguer entre deux types de capacités, à savoir la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Pour ce qui est la capacité de jouissance, il s'agit de la faculté pour une personne d'acquérir des droits et d'assumer des devoirs, d'assumer des obligations, telles que fixées par la loi. Cette capacité est normalement attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui être enlevée. Toute personne, une fois est née, et là, ce que nous appelons la capacité, et là, la personnalité juridique. Alors, cette personne juridique, il a une capacité, et cette capacité, comme je viens de le dire,
il y a la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Pour ce qui est la capacité de jouissance, il naît avec la personne et il ne peut lui être enlevé, comme je viens de le souligner. La capacité a été définie par le Code de la famille dans l'article 207 qui nous dit « La capacité de jouissance est la faculté qu'a la personne, que toute personne, d'acquérir des droits et d'assumer des devoirs. » Donc, quand on dit une personne, il a la capacité de jouissance, c'est-à-dire il a la faculté, il a la possibilité, d'accord, d'acquérir des droits et d'assumer des devoirs. C'est-à-dire d'être propriétaire de quelque chose, d'acquérir quelque chose, d'acquérir un bien, d'accord, et aussi d'assumer des devoirs et des obligations. Cette capacité est attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui être enlevée, comme nous dit l'article. Et d'ailleurs, quand on parle des incapacités, des incapacités, on dit que l'incapacité de jouissance, c'est quelque chose généralement qui est un peu spécial et exceptionnel. Du moins, je dis bien du moins, pour les personnes physiques. La capacité ou l'incapacité de recevoir à titre gratuit que la loi édicte, par exemple, pour empêcher certaines personnes de profiter de leur situation pour se faire consentir des libéralités. Donc là, le législateur, il va intervenir pour priver ce type de personnes, et notamment certaines personnes morales, d'avoir cette capacité de recevoir et ils vont devenir des incapables, c'est-à-dire il a une incapacité de recevoir. Il ne peut recevoir justement des droits. Et ça, comme on l'a souligné la dernière fois, quand je parlais de classification de contrats, et nous avons dit que le législateur, il intervient en ce qui concerne la réglementation, que ce soit le contrat ou autre, et ici la capacité, c'est dans un but, cette intervention et cette émission, si vous voulez, de législateur, c'est pour protéger ce que nous appelons l'ordre public, tout simplement, ou pour protéger les intérêts des uns et des autres. Les intérêts des personnes dans des situations, si vous voulez, fragiles, dans des situations vulnérables, de protéger l'intérêt général. Et donc là, le législateur, il va intervenir pour dire que telle personne, il n'a pas la capacité de jouissance. C'est-à-dire, il prive certaines personnes de cette capacité de jouissance et on parle d'une incapacité de jouissance. Et là, il s'agit d'une exception par rapport à la règle et au principe que normalement toute personne il a cette capacité de jouissance. Dans la pratique, nous trouvons aussi les incapacités de jouissance qui frappent certaines personnes, les faillis justement, et certains condamnés, qui ne peuvent exercer le commerce par exemple, et qui ne peuvent valablement conclure des contrats. Donc là, on parle d'une incapacité. Mais c'est le législateur qui a réglementé cette incapacité comme étant une sanction. En revanche, les contractants personnes morales sont toujours affectés d'une incapacité de jouissance qui varie suivant qu'il s'agit d'une association, d'un syndicat, d'une société, etc. En tout, le principe de la spécialité leur interdit de passer des contrats, par exemple, qui excéderaient l'objet prévu dans leur statut. Une association, par exemple, même s'il a la personnalité juridique, c'est une personne morale, donc elle a la personnalité juridique. Et en principe, qui dit personnalité juridique, dit capacité. Mais le législateur, il peut intervenir, par exemple, pour interdire à certaines personnes morales, notamment, comme exemple, les associations, par exemple, de passer des contrats, par exemple, de commerce, de passer des contrats pour bénéficier d'une situation qui est interdite, par exemple, par le législateur pour ce type de personnes morales. Ici, je donne l'exemple des associations. Ça, en ce qui concerne la capacité de jouissance. Pour ce qui est la capacité d'exercice, deuxième facette de la capacité. Selon toujours l'article 208 du Code de la famille,
La capacité d'exercice est la faculté qu'a une personne d'exercer des droits personnels et patrimoniaux et qui rend ces actes valables et valides. La loi fixe, ça c'est toujours le contenu de l'article, la loi fixe les conditions d'acquisition de la capacité d'exercice, les motifs déterminant la limitation de cette capacité ou sa perte. C'est-à-dire que ici, l'article nous dit, il nous donne la définition qu'est-ce que c'est que la capacité justement d'exercice. Il s'agit de la faculté que toute personne normalement ait, et cette capacité, c'est de lui permettre d'exercer des droits personnels et patrimoniaux et qui rend normalement ces actes aussi valables parce qu'il a une capacité juridique d'exercice. Et c'est toujours la loi qui fixe les conditions d'acquérir cette capacité ou de la perdre. Et aussi, c'est au législateur de déterminer quels sont les motifs qui limitent cette capacité. Ainsi, nous lisons dans l'article 213, toujours du Code de la famille, les limites de la capacité d'exercice, notamment, et il nous dit l'article, la capacité d'exercice est limitée dans les cas suivants. Donc, si la règle que toute personne normalement il a sa capacité d'exercice, à ce principe, il y a des exceptions, et ces exceptions sont les limites de cette capacité. Il s'agit de l'enfant qui, ayant l'âge du discernement, n'a pas atteint celui de la majorité, comme on va voir. Aussi, le prodigue, le faible d'esprit. Quels sont les motifs de l'interdiction de l'incapacité, ou plutôt l'interdiction d'exercer des droits et d'avoir cette capacité d'exercer des droits? La première limite de la capacité d'exercice, il s'agit là, je dis bien des limites, mais pas de la perte de la capacité, il s'agit du prodigue et du faible d'esprit, et de l'enfant en bas âge entre 12 ans à 18 ans. La seconde motif de l'interdiction de la capacité, il s'agit, et donc là, ce deuxième motif, il fait perdre carrément la capacité d'exercice. Et là, il s'agit de l'aliéner de l'enfant en bas âge n'ayant pas atteint l'âge de 12 ans, c'est-à-dire n'ayant pas atteint l'âge de discernement. L'article 214 nous dit « L'enfant est doué de discernement lorsqu'il atteint l'âge de 12 années grégoriennes révolue. Cependant, cette capacité demeure réduite jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité. » Et l'âge de la majorité, selon toujours l'article 209, pardonnez-moi, de Code de la famille, qui nous dit l'âge de la majorité légale est fixé à 18 ans, année grégorienne révolue. L'âge de la majorité légale est fixé à 18 années grégoriennes révolues. Donc ça, c'est le principe. Pour ce qui est l'article 214, il nous dit que l'enfant est doué de discernement lorsqu'il atteint l'âge de 12 années grégoriennes révolues. C'est-à-dire que là, le législateur, il fait une distinction entre l'âge, à partir de la naissance jusqu'à l'âge de 12 ans, et à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Avant l'âge de 12 ans, la personne, il n'a pas de cette capacité justement d'exercice. On les appelle les interdits, parce qu'il n'a pas encore l'âge du discernement. Sa capacité n'est pas seulement limitée, mais normalement, il est interdit d'exercer justement certains droits. Pour ce qui est l'article 214 nous dit l'enfant est doué de discernement lorsqu'il atteint l'âge de 12 années grégoriennes révolues. Cependant, cette capacité demeure réduite jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité.
c'est-à-dire à partir de 12 ans, il commence à avoir l'âge, justement, plutôt la capacité, mais cette capacité, elle va être réduite, elle va être limitée. D'accord? Et selon l'article 209 que je viens de souligner du Code de la famille, il nous dit l'âge de la majorité légale est fixé à 18 années grégoriennes révolues. Mais des fois, l'individu, même ayant l'âge légal de la majorité, c'est-à-dire même ayant l'âge de 18 ans, et il peut se trouver soit avec une incapacité totale, c'est le démon, la personne dépourvue du discernement, c'est-à-dire une personne qui n'a pas ce niveau, si vous voulez, de discernement. Il va être dans la même situation qu'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge du discernement qui est 12 ans. C'est-à-dire, il n'a pas une capacité. Soit cette personne qui a l'âge de la majorité, c'est-à-dire 18 ans, mais c'est un incapable, mais il a une incapacité partielle. Et là, il s'agit du prodigue et du faible d'esprit. C'est-à-dire une personne qui a quand même un niveau de discernement, mais qui ne réagit pas comme toutes les personnes qui ont normalement ordinaire dans cet âge-là. Le législateur du Code de la famille réglemente ces deux statuts, ou ces deux situations, pardonnez-moi. Ainsi, nous lisons dans l'article 215, le prodigue, qui est le prodigue, a été défini par le Code de la famille. Le prodigue est celui qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnables d'une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille. Donc ça, c'est le prodigue. Nous appelons plutôt en arabe as-safih. Et donc, cette personne qui a normalement l'âge de la majorité, plutôt l'âge de discernement, il a l'âge de la majorité, c'est-à-dire il a plus de 18 ans, il a quand même un niveau de discernement, mais seulement dans ses actes, il dilapide ses biens, c'est-à-dire les actes ou les engagements, les obligations qu'il fait, ou qu'il fait naître par ses actes juridiques, ils ne sont pas raisonnables et ils sont considérés justement comme futiles par des personnes raisonnables. Et donc cette personne, il peut même porter préjudice à lui-même ou à sa famille si on le laisse justement, ou si on lui reconnaît cette capacité ordinaire, et il va bien sûr, comme on vient de le dire, il va porter tout simplement préjudice à ses biens, à lui-même ou à sa famille. Il va dilapider ses biens dans des dépenses et dans des situations qui sont considérées comme étant futiles et comme étant anormales. Ça, en ce qui concerne le prodigue, c'est-à-dire, ça, il s'agit d'une personne qui a une capacité limitée, une incapacité partielle, on peut dire de cette manière. L'article 216 du Code de la famille nous dit, pour le faible d'esprit, c'est-à-dire la deuxième situation de ces incapables majeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne qui a atteint l'âge de la majorité, qui est 18 ans, mais qui n'a pas justement toutes les conditions pour pouvoir engager et s'engager d'une manière saine et sans porter préjudice à lui-même ou à sa famille. Cette deuxième situation, il s'agit du faible d'esprit. Et le faible d'esprit, c'est qui? C'est celui qui est atteint d'un handicap mental, l'empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes. Il n'est pas complètement
si vous voulez, un malade mental ou un handicapé mental, mais quand même, il a certaines lésions, si vous voulez, en ce qui concerne ses capacités mentales et qui l'empêchent de maîtriser ses pensées et ses actes. Et il faut souligner que la question de la capacité est d'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le magistrat peut l'évoquer d'office. Si le magistrat est devant un acte justement fait par un prodigue ou par un faible d'esprit, il va souligner automatiquement lui-même et évoquer lui-même qu'il s'agit d'un incapable ou d'une personne justement d'une incapacité partielle. C'est-à-dire qui va donner par la suite, comme on va voir, qui va donner soit la nullité de contrat ou encore, comme on va voir en ce qui concerne les effets justement du manque ou de la défaillance de la capacité. Donc, à la séance prochaine, salam alaikum.